La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 28 janvier 2025, dont voici les titres. 11 morts sur l'autoroute Ila-Touba. Un minicar en provenance de Touba a heurté un véhicule en panne sur l'autoroute. Il revenait du Magal de Kazu Rajab. Les détails dans cette édition. Après avoir purgé sa peine, Moustapha Diakhaté revient sur les chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar estime que ces derniers n'étaient pas fondés et compte intenter un recours. Il était en conférence de presse ce mardi. Ses propos vous seront proposés dans ce journal. Les enseignants réclament le paiement des indemnités liées à la surveillance au baccalauréat 2024. L'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal a déposé une plateforme revendicative pour faire réagir les autorités, à qui ils demandent par ailleurs de respecter leur protocole d'accord. Mamadou Aliou Diallo, que vous suivrez dans cette édition, il est le chargé des revendications. Et puis opération de désencombrement dénommée Halion à Cambérène, c'est en vue de la préparation de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. C'était en présence des autorités administratives. Le préfet de Grand Dakar s'exprimera dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir chers téléspectateurs de GTV. Un premier bilan plutôt a été établi après l'accident qui s'est produit ce matin sur l'autoroute Ila-Touba. Selon les informations de la RFM, il y a eu 11 morts et plusieurs blessés. L'accident s'est produit entre Bambey et Khombole sur l'autoroute Ila-Touba. Un minicar qui revenait du Magal de Kazu Rajab a heurté à vive allure un véhicule de transport en commun qui était en panne et avait stationné sur l'autoroute. 7 jours après sa sortie de prison, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, revient sur les faits qui ont marqué son arrestation. L'ancien parlementaire a catégoriquement rejeté ces accusations, indiquant qu'il n'a jamais tenu des propos insultants en utilisant un système informatique. Moustapha Diakhaté n'exclut pas d'ailleurs d'intenter un recours auprès des juridictions compétentes. Suivant sa réaction lors de sa conférence de presse tenue tout à l'heure, il est au micro d'Idrissa Fall. Procureur bi ñëw ne dañ lay topp parce que da nga saaga communauté qui a un caractère national par un système informatique mu dolli ci. Le procureur m'a dit que tu es poursuivi parce qu'il me reprochait d'avoir insulté une communauté qui a un caractère national par un système informatique, et il rajoute quelque chose que la police n'avait pas dit, tenir un discours contraint aux bonnes mœurs, et je lui ai dit que ce ne sont pas mes propos, tout ça parce qu'il pense que le mot alkou est une insulte. L'autre problème, par un système informatique. Mais j'ai été invité par une télévision, donc il y a une contradiction parce que j'étais dans une scène de télévision. L'autre élément, il me reprochait d'avoir insulté une communauté. D'abord, c'est trop vague, parce que la Constitution du Sénégal ne reconnaît que les communautés religieuses comme les musulmans, l'Église catholique ou même protestante. Mais un ensemble d'électeurs d'un parti politique ne peut pas constituer une communauté. Donc, dire que j'ai insulté une communauté, c'est encore faux. C'est faux aussi, je n'ai pas insulté dans un système informatique. Ils ont introduit le mot informatique juste pour permettre à la cybercriminalité de faire des enquêtes, d'où le constat général. C'est ainsi, c'est la cybercriminalité qui gère toutes les affaires politiques, alors que c'était la DIC qui s'en chargeait. Donc, encore une fois, je ne suis pas l'auteur de ces accusations et ce que la loi me permet de faire, je le ferai. Je ferai appel pour me culpabiliser et s'il faut aller jusqu'à la Cour suprême, je le ferai. J'en ferai appel à la Cour d'appel de la CEDEAO parce que j'ai jamais insulté. Ils voulaient m'arrêter comme motif offense au chef de l'État, mais ils ont échoué face à mon expertise politique, raison pour laquelle ils ont utilisé ces termes comme arme. Au chef de l'État,
Le cadre unitaire des centrales syndicales a fait la revue de la situation des travailleurs en dénonçant les licenciements abusifs, les conditions de travail qu'ils jugent précaires avec des irrégularités. Ils étaient face à la presse. Les syndicalistes ont également souligné la cherté de la vie. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Dieye et Pape Nartegay. Vie chère, conditions précaires des travailleurs, licenciements abusifs dans certaines entreprises, entre autres, sont les préoccupations du cadre unitaire des centrales syndicales CUCS. Des milliers de travailleurs ont été licenciés abusivement. La NONAS, près de 500 travailleurs licenciés. Au port autonome de Dakar, au moins 700 travailleurs, dont 4 délégués. Au ministère des Mines, aujourd'hui, tout le monde crie. 44 licenciés à la Poste, des centaines de travailleurs licenciés et qui courent d'ailleurs derrière 2 mois de salaire. Se dressant comme avocats des travailleurs, ces syndicalistes sonnent l'alerte et n'excluent pas la possibilité d'aller en grève les jours à venir. Nous sommes vraiment fatigués. Il faut même que l'État sénégalais arrive à trouver des solutions. Si cela n'est pas fait, ça va chauffer. Parce que nous ne resterons pas là les bras croisés, alors que nous n'avons plus de salaire. Car nous sommes renvoyés. Actuellement même, nous sommes au chômage. Et cela, personne ne va l'accepter. Il termine en lançant un appel aux autorités à trouver des solutions rapides avant que le pire ne se produise. J'ai parlé tantôt des préavis. Ça, c'est l'école. J'ai parlé tantôt des grèves. J'ai parlé tantôt, effectivement, de d'autres problèmes. Mais tout cela peut se régler si, justement, des concertations avec ceux qui doivent répondre à cette attente sont sur la table de négociation. Et là, nous pensons qu'aujourd'hui, l'État étant une continuité, doit pouvoir solutionner effectivement ces milliers de travailleurs aujourd'hui qui sont laissés en rade. Le CUCS ne compte pas lâcher le combat face à la lutte contre cette précarité des travailleurs, une situation aujourd'hui exacerbée par la vie chère qui demeure de plus en plus un goulet d'étranglement de l'essor de ces nombreux pères et mères. L'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal a déposé une plateforme revendicative. Il souhaiterait que les autorités réagissent par rapport au protocole d'accord, mais également des questions sur le paiement lié à la surveillance au baccalauréat 2024. Selon Mamadou Aliou Diallo, chargé des revendications, les enseignants sont à bout de leurs attentes et demandent aux autorités de diligenter cette situation. Sa réaction au téléphone de Mansour Diassé. L'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal se veut aujourd'hui être claire. Alors, elle veut montrer aujourd'hui qu'elle est arrivée à bout de son attente en ce qui concerne le paiement lié à la surveillance du baccalauréat de 2024. Nous voulons alerter. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas admettre que tous les acteurs impliqués dans ce processus soient payés et que les seuls qui ont effectué la tâche la plus délicate, la plus difficile, la plus exaltante, qui ont parfois même des miettes, parce que c'est la tâche la plus mauvaise rémunérée de ce processus, ne le soient pas jusqu'à présent. Alors que la date butoir, c'est le 30 novembre de chaque année. Nous pouvons dire et estimer que cette date est dépassée depuis l'aube. Donc aujourd'hui, soit ces autorités-là s'engagent à régulariser dans cette semaine-ci, ou bien ils nous verront dérouler des plans en début de semaine prochaine s'ils ne font absolument rien pour régler définitivement cette question. Parce que tout simplement, ces enseignants ont effectué leur devoir et il leur revient de droit de posséder leur dû. Donc aujourd'hui, nous demandons à ces autorités-là de régler définitivement cette question. Nous demandons à ces autorités-là de veiller à ces genres de situations pour qu'elles ne se reproduisent plus. Parce que nous ne voulons pas des perturbations causées par des questions d'indemnité,
dans le système éducatif. Le réseau gazier du Sénégal et l'agence de promotion des investissements APIX ont signé un protocole d'accord qui vise plutôt une synergie institutionnelle pour faciliter la libération des entreprises nécessaires à la construction de segments de gazoducs. Les directeurs généraux de ces deux structures s'engagent mutuellement pour la réussite de ce vaste projet. Sega Bachli, directeur de l'APIX, s'est exprimé au micro de Mam Awassal. La participation de l'APIX, c'est d'accompagner, d'assister à la libération des emprises dans les meilleures conditions et surtout dans le cadre, justement, comme l'a annoncé le directeur général RGS, des normes internationales. Aujourd'hui, à ce niveau-là, l'APIX qui vient de boucler plusieurs projets, de grands projets de l'autoroute à péage, passant par le TER, train express régional, passant par le pôle urbain de Diamniadio, passant par le CICAD, passons par Bambilor qui est un projet piloté par la CDC. Nous avons pu réaliser pas mal de projets. Pour un projet comme RGS, qui est un projet non seulement stratégique mais prioritaire et urgent. Comme vous le savez, la facture énergétique du Sénégal coûte excessivement cher et il nous faut très rapidement, vu aujourd'hui avec le gaz que nous avons à disposition, très rapidement mettre en œuvre ce réseau gazier-là. Pour le faire, il faut la libération des emprises. Il y a un comité de pilotage qui est composé de l'APIX et RGS, mais également des deux gouverneurs de Saint-Louis et de Louga, suivi les préfets qui ont en charge en réalité de la libération des emprises. Et nous assurons aujourd'hui, en soutien avec ces préfets-là, notre expertise sur le plan social, parce que nous faisons ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Cette ingénierie sociale-là, c'est ce qu'on fait en général quand on discute avec les populations, pour essayer de leur expliquer le projet, mais aussi pour comment compenser. Une convention tripartite a été signée entre l'Association des maires du Sénégal, l'Agence de développement municipal et la Direction de la coordination décentralisée. Cette convention tripartite vise à mieux développer les capacités des collectivités territoriales. Le directeur général de l'AMS et le président directeur de la coopération décentralisée reviennent tour à tour sur les perspectives qui vont permettre aux collectivités territoriales d'être plus autonomes en renforçant la mobilisation des ressources, suivant leurs propos au micro de Mama Wassal dans son compte-rendu. C'est acté, l'AMS, Association des maires du Sénégal, la direction, l'Agence de développement municipal, ADM, et la direction de la coordination décentralisée, DIRCOT, ont signé une convention tripartite pour une meilleure mobilisation de ressources et un développement de capacités des collectivités. Le directeur général de l'ADM, Mahmoud Diop, revient sur l'objectif de cette convention tripartite. Les besoins de financement des municipalités sont énormes, alors que les disponibilités financières sont très faibles par rapport au financement des projets d'investissement. C'est pourquoi nous avons estimé qu'effectivement, le recours à la coopération décentralisée peut être une opportunité de financement des municipalités et des villes. Et nous pensons effectivement le ministère en charge des collectivités locales a une direction technique en charge de cette coopération décentralisée. Et nous pensons que cette alliance tripartite, ADM, AMS, DIRCOT, va effectivement faire un grand bond pour la mobilisation de ressources. Le président de l'AMS, Oumar Sam, nous parle des raisons de cette convention de tripartite. Au renforcement des capacités pour nous permettre de concevoir et d'élaborer des projets et des programmes de nature à renforcer la mobilisation des ressources. D'une part, et nous avons d'autre part un problème de moyens additionnels, de ressources additionnelles. Et c'est pour ces raisons qu'on s'est ouvert donc au DIRCOT, qui nous permettra en tout cas de profiter des avantages et de l'offre de la coopération décentralisée. Papa Ngor Thiaw, directeur de la coopération décentralisée, dégage les perspectives de cette convention. Un instrument qui vient en complément pour pouvoir tout simplement prendre en charge les questions de financement du développement territorial. Et au-delà même du financement du développement territorial, les collectivités ont aussi une mission de développer la promotion de diplomatie des territoires. On va avec eux identifier aussi des opportunités de coopération et pourquoi pas même d'avoir développé des projets de coopération décentralisés. L'ADM va accompagner dans la mobilisation des ressources innovantes et plus particulièrement des ressources du Fonds du climat et d'autres guichets de financement vert qui existent pour faciliter l'autonomisation des collectivités territoriales.
Santé à présent, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le Sénégal et la Gambie se sont réunis pour mener des activités ensemble, dont des distributions de moustiquaires pour mieux lutter contre le paludisme ensemble. Mamadou Tegna et Dr Ousmane Sissé, respectivement directeur général de la santé publique de la Gambie et du Sénégal, se sont exprimés au micro de Idrissa Fall. Donc mieux vaut ñu boole suñu doole xam ni jàngoro bi benn la frontière bi benn la jàngoro day dem ci frontière yi di dem ci dëkk bi dem ci dëkk bi donc bu ñu boolee suñu doole dina tax ñun ñaar ñëpp. Nous sommes réunis ici pour lutter ensemble contre le paludisme. Cette maladie se propage partout, raison pour laquelle nous avons décidé de collaborer avec la Gambie pour lutter ensemble contre cette épidémie. Sur ce, nous avons comme objectif d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Cette campagne est à l'origine de cet échange qu'on avait eu en Gambie d'abord en décembre 2024 pour un partenariat solide. Pour rappel, ce mémorandum a été signé depuis 2018. On l'a fait en 2019 et en 2022. On va se baser sur ces expériences récentes. Pour mieux dérouler ce programme, nous avons aussi prévu de distribuer plus de 7 millions de moustiquaires. Nous, en tant qu'êtres humains, on a des cartes d'identité, mais les moustiquaires n'en ont pas. Ils peuvent entrer partout, raison pour laquelle nous avons décidé de collaborer avec nos voisins sénégalais pour éliminer le paludisme. Le plus important de ce programme, c'est que nous allons tous distribuer des moustiquaires et sensibiliser la population. La plateforme des acteurs non étatiques a procédé ce mardi au lancement officiel d'un mutuel de santé dénommé IPM-IMAN, une institution de prévoyance maladie spécialement conçue pour la couverture partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés sur le territoire national par les travailleurs des organisations d'acteurs non étatiques et les membres de leur famille. Écoutons à ce propos Mme Sey, co-présidente de la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal, et elle est au micro de Mansour Djassé et de Serignan. Donc là, les opportunités, nous savons que les opportunités, elles sont nombreuses. Parce que en fait, ça a été un besoin longtemps exprimé au niveau des acteurs non étatiques. Donc c'est une initiative qui date de plus de 10 ans, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc une initiative qu'on vient de réaliser avec vous savez que la couverture maladie, c'est quelque chose d'essentiel pour les travailleuses et travailleurs. Parce que sans des travailleurs en bonne santé, on ne peut pas y avoir de productivité. Donc au-delà de l'impact social, il y a surtout l'impact économique. Et je pense que tout travailleur a besoin d'une couverture maladie. Et ça a toujours été un manque. Les défis sont nombreux. Les défis aujourd'hui, c'est offrir, n'est-ce pas, un service de qualité à ces travailleurs. Et surtout, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre le financement et aussi la qualité de service. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous l'avons dit aussi, il faut des compétences. Il faut des compétences pour gérer l'imam, pour continuer à, si on veut véritablement pérenniser. Défi aussi au niveau de la gouvernance. Parce que, comme on l'a dit, il faut quand même une transparence et il faut surtout que les adhérents soient informés des bénéfices, de tous les bénéfices que procure cet imam. Les acteurs du secteur de l'assainissement ont organisé ce lundi 27 janvier un atelier de diagnostic et de réflexion pour le bon fonctionnement du cadre de concertation
regroupant les acteurs de l'assainissement. Il a été mis en place par le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique en 2020. Il permet donc, cette rencontre a plutôt permis d'évaluer et de revisiter la politique d'assainissement. Omar Sen, directeur de l'assainissement au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est au micro de Delenjai. Je voudrais d'abord rappeler qu'au niveau du Sénégal, nous avons un cadre de concertation et d'échange des acteurs de l'assainissement qui a été mis en place par arrêté de M. le ministre en 2020. Ce cadre de concertation avait un très bon départ, avait démarré ses activités, mais malheureusement avec la Covid-19, nous avons eu quand même quelques soucis pour faire fonctionner le cadre. Et depuis lors, on a eu quand même, le cadre n'arrive pas à fonctionner comme on l'aurait souhaité. C'est la raison pour laquelle, en rapport avec la Fondation Bill et Melinda Gates, nous avons saisi une opportunité qui a mis à notre disposition donc, une équipe de consultants qui nous aide, en tout cas qui nous appuie à pouvoir faire le diagnostic du cadre de concertation pour voir les contraintes auxquelles il est confronté et voir également quels sont les boulots de tranquillement, quelles sont les difficultés et proposer des recommandations pour redynamiser le cadre, lui permettre d'assumer clairement les missions qui lui sont assignées. Donc c'est à ce titre que nous avons réuni ce matin l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'assainissement pour lancer le processus de consultation en rapport avec l'étude diagnostique des cadres de concertation. En tout cas, une activité que nous avons eue, en tout cas ce matin, et qui nous a permis de réfléchir, de mettre en place, d'adresser ces questions. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections a fêté ce mardi ses 25 années d'existence. C'était sous la présidence du ministre de l'Intérieur, de partenaires et collaborateurs. Cet événement a permis de faire l'état des lieux de la démocratie sénégalaise après la première alternance. Le COSC a dévoilé par la même occasion ses projets. Le compte-rendu de cette cérémonie est signé Amsatou Gano. 25 ans d'existence, ça se fait de 2000 à 2025, en long trajet du collectif des organisations de la société civile pour les élections, jalonné d'expérience et d'assez de vécu, pour faire le point sur la démocratie sénégalaise, dans laquelle il a joué un rôle important. Écoutez, la démocratie sénégalaise a connu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, comme vous le savez, la démocratie n'est jamais définitive. Elle est toujours réversible. Nous avons connu des périodes de refus de la démocratie et des périodes de faste de la démocratie. À chaque fois que nous avons réalisé une alternance pacifique. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui a présidé la cérémonie, a magnifié la mission du COSC dans la transparence électorale, le maintien de la paix et du renforcement de la cohésion sociale. Depuis sa création, il a apporté des contributions significatives à la transparence électorale, à la promotion de la participation citoyenne et à la consolidation de la cohésion sociale. Un long parcours couronné de nombreuses réalisations, notamment la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2024 et entre autres. Cependant, le collectif a dévoilé ses projets en affirmant la nécessité d'avoir un observatoire qui permettrait de mesurer les progrès de la démocratie. Les prochaines étapes, c'est la création d'un observatoire de la démocratie. Nous voulons créer un observatoire de la démocratie pour mesurer les progrès de la démocratie sénégalaise, parce que c'est une démocratie qui a encore besoin de progresser. Nous voulons également créer une maison de la paix, à l'image de la maison de la paix créée par le centre, dans le cadre du centre Kofi Annan. Le collectif des organisations de la société civile marque ainsi un quart de siècle d'engagement et d'abnégation dans leur mission, celle de conserver la cohésion et une justice sociale qui passe selon les acteurs par une démocratie. Une vaste opération de désencombrement baptisée Khalion a été menée à Cambérène. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Elle s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales, notamment le préfet de Dakar. Il est au micro d'Amsatou Gano.
li ñuy def tey dafa boole yu bari d'abord dafa nekk opération boo xamante ne. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 145e appel de Seydina Limamou Laye est menée conformément aux instructions des autorités. Nous la réalisons chaque année, mais cette fois-ci, nous souhaitons aller plus loin. Il s'agit d'une opération de désencombrement avec une innovation majeure cette année. Nous la menons en collaboration avec les communes environnantes de Cambérène, notamment par ses Assainies, Golf et Padoua. Cette initiative est également conduite en partenariat avec les agents de la ville de Dakar. Nous sommes conscients que les deux principales voies menant à Cambérène sont essentielles pour l'accès des pèlerins. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à garantir leur désencombrement et leur propreté. De plus, nous collaborons étroitement avec les gens du cadre de vie pour éviter de travailler dans le vide, comme cela se produisait auparavant. En effet, dans le passé, après 3 jours de nettoyage, les redevenus encombrés, cette coordination renforcée vise à garantir des résultats durables et à offrir un cadre accueillant et fonctionnel pour tous. Pour mën def tey li ñuy wax désencombrement bu taseeg ne comme ni ñu ko waxee. À présent, le round-up de l'actualité internationale qui nous mènera d'abord en Guinée où l'avenir de certains partis politiques est incertain. Ensuite, au Mali, les enseignants et chercheurs des universités sont en mouvement d'humeur depuis le lundi 27 janvier pour des revendications salariales. Et puis, le Qatar qui réitère son soutien à la solution à 2 États après l'appel de Trump à déplacer les habitants de Gaza. L'essentiel donc de cette actualité avec Aïssa Touba. Pour l'actualité internationale en Guinée, de nombreux partis politiques sont sous menace de dissolution avec la fin d'un délai pour leur réorganisation. Dans un rapport publié en octobre 2024, le ministère de l'administration du territoire avait dissous 53 partis politiques et en a mis une centaine sous observation. La transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya a donné jusqu'au mercredi 29 janvier aux partis parmi lesquels figurent les principales formations politiques. Avec son opération, le pouvoir de transition en Guinée dit viser à assainir l'échiquier politique du pays. Ensuite, au Cameroun, le rapport sur l'action de la France pendant et après la colonisation est remis au président Biya, une semaine après avoir été remis à Emmanuel Macron. Ce document est le fruit d'un travail mené depuis mars 2023 avec des historiens camerounais et français, un rapport qui s'inscrit dans le cadre de la politique mémorielle voulue par Emmanuel Macron. Ensuite, au Mali, une grève d'une semaine secoue les universités. Les premières journées sont très suivies. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé cet appel pour défendre des revendications salariales. Les syndicats indiquent avoir subi des pressions de la part des autorités de transition. La semaine dernière, les représentants syndicaux ont rencontré les ministres de l'enseignement supérieur et du travail, mais cette réunion n'a pas permis de trouver d'issue. En dehors de l'Afrique, le Qatar a réitéré mardi 28 janvier son soutien à la solution à 2 États, palestiniens et israéliens, après les propos du président américain Donald Trump qui a répété vouloir déplacer les habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Notre position a toujours été claire sur la nécessité pour le peuple palestinien d'obtenir ses droits et sur le fait que la solution à 2 États est la seule voie à suivre pour résoudre la question palestinienne, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, en réponse à une question sur les propos tenus par le président américain. En sport, nous revenons sur le tirage au sort CAN 2025 qui s'est déroulé hier à Rabat, au Maroc. Le sélectionneur des Lions du Sénégal a réagi à la suite de cette cérémonie de tirage au sort. Pape Thiaw, nous suivons sa réaction au micro d'Idrissa Fall. Oui, on sait que c'est une équipe qui n'est pas du tout facile, parce que c'est des équipes qui ont fait leur preuve là.
Voilà, mais après, on sait qu'en Afrique, il y a plus de petites équipes. Et aujourd'hui, bien sûr, à coup, on devient de ce tournoi. On aimerait aussi chez Casablanca, on a plus de... Presque il y a la famille, il y a Tipsia, il y a beaucoup de Sénégalais là-bas. Ça fait plaisir, mais après, on va se dire, avec l'amour que les Sénégalais portent pour leur équipe, n'importe quelle ville, ils vont se déplacer. Et donc, je pense que toute équipe doit tout donner pour son public, pour son cher pays. Oui, après, on va dire, les compétitions ne se ressemblent pas, ça c'est certain. Là, aujourd'hui, on est dans le même groupe de la CAN, et pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui est encore en cours, on doit aller à Lubumbashi pour jouer là-bas un match retour. On sait que ça va être un match difficile, mais nous, on sera préparés pour... voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que le Sénégal, avec son statut, c'est une équipe aujourd'hui qui va prendre personne. On va partout pour s'imposer. Le 18 janvier, j'espère qu'on sera en train de préparer une très bonne fête pour notre cher pays, donc qui mérite, et aussi qui donne tout pour son équipe, et surtout l'amour qu'il porte pour notre équipe nationale. Je pense que, et espérons que le 18 janvier, on fera une très bonne fête. Nous avons découvert donc par la même occasion le groupe du Sénégal, mais également le calendrier des matchs. Les Lions du Sénégal donc qui feront successivement face au Botswana le 23 décembre 2025, la RDC le 27 décembre et puis le Bénin le 30 décembre 2025. Ce sera le dernier match de groupe. Nous espérons qu'ils pourront se qualifier à l'issue de ces phases de groupe. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.